BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On a parlé beaucoup de politique, de programmes économiques. Là, on va parler de jeux en ligne, des paris, parce que ça y est, c'est parti pour un mois avec l'Euro 2024. Et puis, que dis-je, pendant de nombreuses semaines encore, évidemment, avec les Jeux Olympiques. Isabelle Falque-Pierrotin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'Autorité nationale des Jeux. C'est vous qui régulez, notamment les paris en ligne. Donc, moi, j'ai beaucoup de questions à vous poser, parce qu'on voit qu'il y a une telle explosion des paris en ligne que du coup, j'imagine que pour vous, vous devez vous interpeller ou interpeller les politiques en disant il faudrait peut-être un coup d'arrêt vers les jeux en ligne parce que ça devient trop. Mais quand même, sur l'Euro 2024, vous en êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir, à travers l'Euro et les JO, deux événements sportifs hyper populaires. Ah bah oui, oui. C'est-à-dire que plus de la moitié des Français vont s'intéresser et vont suivre ces manifestations sportives. Et dans cette population qui suit, il y en a en gros entre un quart et un tiers qui va parier. Donc les estimations de mise sont très importantes. Pour l'Euro, c'est 1 milliard sur le territoire français de mise. Pour les JO, c'est moins. On est plutôt autour de 300 millions. Mais c'est quand même le double des mises attendues par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc on voit qu'il y a un intérêt et une fièvre autour de ces JO et autour de cet Euro qui sont d'ailleurs assez positifs parce que c'est une fête aussi. Mais nous, effectivement, en tant que régulateurs, on est amené à attirer la vigilance des opérateurs en leur disant attention, il ne faut pas que ça se traduise par une surstimulation des joueurs. Oui, on reviendra sur le attention parce qu'évidemment c'est très important, ou ce coup d'arrêt éventuel. Mais 1 milliard, c'est colossal. Quelles sont les équipes qui remportent? Est-ce que la France est en tête de liste? Alors c'est 1 milliard parié en France sur les 16 opérateurs online français. Oui. Donc, je dirais, c'est toutes les mises enregistrées en France. C'est effectivement, alors ça reste marginal, ça reste faible par rapport à l'ensemble des mises pour les JO, par exemple, qui vont être, collectées dans le monde. Mais ça montre que, effectivement, il y a un très grand intérêt pour ces manifestations. Mais par exemple, la France rejoue demain et peut-être Mbappé avec son nez cassé. Est-ce que vous avez déjà une idée du montant? Ce qu'on sait, c'est que dès que l'équipe de France progresse dans le tableau, en réalité, il y a plus de mises, ce qui est assez normal, qui sont engagées sur ce match en question. Et les derniers matchs de l'équipe de France, au dernier Euro, je crois que c'était des matchs qui avaient, à soi seul, enregistré 135 millions d'euros de mises. Ah oui, oui. Donc c'est des mises colossales. Et le match qu'ils ont joué... lundi dernier. On n'a pas les chiffres. Vous n'avez pas encore les chiffres, c'est trop tôt. D'accord. Et à part l'équipe de France, qui est derrière? C'est juste pour voir sur qui les gens parlent. C'est quoi? C'est le Portugal? Non, il n'y a pas de... Il y a les favoris, évidemment. Oui. Mais il n'y a pas de... Enfin, je dirais, c'est surtout en France, l'équipe de France qui démultiplie l'envie de parier. Avant de parler des Jeux Olympiques, parce que là aussi, ça rejoint du reste, ça sera un peu la même question. En fait, on a le droit de parier sur quoi? Sur quel sport? Alors en France, on a ce qu'on appelle... l'aïkido. Non, en France, on a ce qu'on appelle la liste sport. Oui. Ça a été très critiqué. C'est-à-dire la liste sport, c'est la liste des compétitions qui sont admissibles au pari et des types de paris admissibles en France pour parier. Par rapport aux autres pays, par exemple le Royaume-Uni, on peut beaucoup moins parier que dans d'autres pays. Mais en revanche, l'idée était qu'on garantit à travers cette liste sport une sorte de produit paris sportif de qualité. Et très honnêtement, ça n'a pas empêché le marché des paris sportifs de se développer très activement, puisque dans les 5 dernières années, le pari sportif online a cru à 13% par an depuis 2019. Ouais. Donc, si vous voulez, atteindre combien en 2023 alors, le pari sportif online, ça fait 1,4 milliard d'euros. En PBJ, ce qu'on appelle le PBJ, c'est-à-dire les mises moins les gains. D'accord. Et au total, ça ferait quoi? Au total, c'est le chiffre d'affaires. Les mises, oui, vous me direz, c'est normal, c'est logique de retirer les mises. Quels sont les sports qui sont les plus pariés? Les plus pariés, c'est le foot. Bien sûr, plus de la moitié. Ensuite, c'est le tennis. Ensuite, c'est le basket. Et ensuite, le rugby. D'accord. Mais c'est vraiment le foot qui fait plus de la moitié des mises. Et grosso modo, vous disiez sur les Jeux Olympiques pour les opérateurs agréés, c'est à peu près 300 millions. Seulement, j'ai envie de dire. Seulement. En Grande-Bretagne, c'est combien? Vous avez une idée? Pardon? En Grande-Bretagne?
C'est un chiffre nous n'avons pas. Non. Mais traditionnellement, dans tous les pays, les JO sont moins pariés que des compétitions de type Euro, où là, vraiment, il y a les meilleures équipes, entre guillemets, du monde qui participent. Et donc, bon. C'est quoi le profil du parieur? Le profil du parieur, c'est un homme Oui. qui a en général autour de 30 ans, qui est de culture urbaine, tout milieu confondu, mais particulièrement actif dans les milieux populaires. Et voilà, c'est surtout un homme à 80%. Et les chômeurs, non? Ou au contraire, vous disiez les actifs, chômeurs, mais actifs dans les milieux populaires. Dans les milieux populaires, ça veut dire effectivement les chômeurs, les personnes à faible revenu, les jeunes des quartiers. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la publicité qui a été vraiment très développée dans les dernières années par les opérateurs s'est concentrée sur cette population en particulier. Oui, vous dites attention, il faut, et du reste vous avez lancé une campagne, le pari est devenu presque quelque chose addictif, enfin il y a une sorte d'addiction au pari. C'est-à-dire et donc il faut mettre plus de protection, plus de remparts. C'est-à-dire qu'en fait, l'image mentale du pari a complètement changé. L'image mentale traditionnelle, c'était c'est interdit, mais il y a des dérogations et quelque part on joue avec le danger, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est spécial et atypique. Aujourd'hui, le pari sportif notamment n'a plus rien de spécial et d'atypique, il s'est banalisé, il est entré dans la culture quotidienne, également numérique des jeunes, et donc il fait partie de leur univers. Et faisant partie de leur univers, ils ont complètement oublié que le pari sportif reste un jeu de hasard. Moins de 1% des parieurs gagnent plus de 1 000 € par an. Oui. Donc, si vous voulez, il faut s'amuser en pari sportif, mais non. Enfin, l'euro-million, on a très peu de chances de gagner. Oui. Non, mais quand on gagne, on gagne. Bien sûr. Mais le jeu d'argent, en fait, a changé quelque part de compartiment dans les dernières années. Et l'idée du risque s'est un peu effacée au bénéfice du sentiment qu'on allait pouvoir gagner de l'argent parce qu'on connaît le milieu sportif, on connaît les joueurs, et donc on va battre le hasard. Or, en fait, c'est faux. Ouais. Statistiquement, on perd. Là, vous êtes en train de nous dire, surtout, ne jouez pas au paris sportif. Là, vous êtes en train de casser la branche sur laquelle vous êtes assise, Isabelle Falco-Pierrotin. Moi, je ne suis pas assise sur la branche des paris sportifs. Je suis là pour réguler les paris sportifs. C'est-à-dire, réguler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire protéger le joueur par rapport aux risques que représentent les paris sportifs. Tant que le pari sportif est un exercice, entre guillemets, ludique, récréatif, il n'y a aucun problème. Et pour beaucoup de gens, c'est le cas. Mais en revanche, lorsque vous avez une population de joueurs problématiques, tout pari confondu, qui est estimé à 1,4 million de personnes. 1,4 million de personnes, c'est une grosse ville. En 2019, on a considéré qu'il y avait 1,4 million de personnes qui étaient des joueurs problématiques, dont 400 000 addicts. Addicts, c'est-à-dire relevant, entre guillemets, d'un suivi médico-social. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas se dire tout va bien. Donc nous, notre travail à l'ANJ, c'est de faire en sorte que le marché puisse continuer à se développer, mais en limitant, entre guillemets, ses effets négatifs et en diminuant la part des joueurs excessifs dans les revenus des opérateurs. Pourquoi l'e-sport reste interdit Parce que il n'est pas interdit, c'est les paris qui sont interdits sur le e-sport. Oui, évidemment. Pourquoi? Parce que, en fait, à partir de quand autorise-t-on des paris? On autorise des paris lorsque on a des garanties suffisantes sur l'intégrité des paris. Or, l'e-sport, à partir du moment où vous allez pouvoir parier peut-être à distance, il y a des techniques de manipulation, on peut faire tourner des intelligences artificielles. Je veux dire, on n'est pas encore suffisamment avancé pour être sûr que l'intégrité des résultats soit garantie. Donc pour le moment, il n'y a pas de pari. Et c'est le cas dans d'autres pays ou pas? La France est un des pays. Il y a des pays où l'e-sport est autorisé, mais c'est limité. Il y en a très peu. Oui. Est-ce que il y a un vrai problème? Enfin, est-ce que vous voyez une montée en ligne des problèmes en ligne, c'est le cas de le dire, pardon, d'addiction? Alors, il y a effectivement, est-ce que c'est un phénomène qui devient quand même dangereux? Oui, c'est-à-dire que l'addiction, elle a toujours existé. Oui. Il y a toujours eu des joueurs qui jouaient trop. Bien sûr. Mais par rapport à ce que je vous disais il y a un instant, comme le jeu s'est totalement banalisé, en réalité, il y a de plus en plus de gens qui ont effectivement un problème de jeu. Et qui dit un problème de jeu, les Anglais ont testé ça, c'est 6 personnes qui sont impactées.
6 personnes, c'est-à-dire ils sont impactés parce qu'il y a du surendettement, il y a des troubles scolaires, il y a des troubles familiaux, etc. Donc en début d'année, au bout de 3 ans de régulation, nous avons fait venir l'ensemble des opérateurs à l'ANJ. On leur a dit, écoutez, ce qu'on vous demande, c'est de faire pivoter votre modèle économique. Aujourd'hui, vous avez un modèle économique qui est construit sur les joueurs excessifs. 20% du PBJ, c'est-à-dire de l'activité économique de ces opérateurs, est construite à partir des joueurs excessifs. Incroyable. À travers des clubs VIP, à travers toute une série de techniques de stimulation marketing. Vous ne pouvez pas continuer. C'est pire que de la pub. Disons que ça s'appuie aussi sur de la pub. Oui. Mais en fait, ce que font ces opérateurs, c'est qu'ils mobilisent toutes les techniques du marketing qui existent dans d'autres domaines, dans le retail, pour simplement un produit qui reste un produit particulier. Vous voyez, on n'achète pas du savon. On achète quelque chose qui potentiellement peut vous contraindre et vous asservir. Oui. Je retombais sur les chiffres que vous nous avez donnés sur les 44 sports ouverts au paris en France. Oui. Le football, c'est 4 milliards 443 de mise. Le tennis, 1,9 milliard. Le basketball, 899 millions. Et le rugby, loin derrière, 247 millions d'euros. Quand il y a des gros événements, je pense au rugby, Coupe du Monde du rugby, est-ce que ça fait remonter quand même beaucoup La Coupe du Monde de rugby a été bien pariée. Oui. Alors le chiffre exact, c'est évidemment beaucoup moins que l'Euro de foot, on n'est pas à 1 milliard. Oui. On est plutôt autour de 500 millions d'euros, mais c'était, je dirais, une compétition qui a attiré beaucoup de parieurs. Oui. Lorsqu'on regarde un peu l'ensemble du marché des jeux en France, grosso modo, il y a les deux... Il y a les deux opérateurs PMU et FDJ, donc qui ont un monopole sur 62,7% à peu près. Donc ça reste énorme. Ça monte, ça descend, c'est quoi? Alors aujourd'hui, effectivement, le marché des jeux, il est pour l'essentiel constitué par du jeu offline, qu'on appelle offline, par les monopoles, la loterie et le PMU, et pour à peu près un peu moins de 20% le jeu online. Oui. Dans tous les pays, le jeu online augmente. Nous, on est à peu près à 18%. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, on est plutôt autour de 40. Donc la tendance, c'est l'augmentation du segment online et une diminution relative, par exemple, des jeux de loterie. Les casinos, c'est un secteur en croissance. On voit qu'il y a une concurrence redoutable. Comment ça évolue? C'est un marché qui est, toujours un peu opaque. Enfin, du moins, on a ce sentiment-là. C'est un marché très particulier. L'autorité de contrôle. C'est un marché qui, je dirais, s'est rétabli post-Covid, puisque sur les 13,4 milliards de PBJ consolidés en 2023, les casinos, c'est 2,7 milliards. Donc c'est en gros 20%, plus de 20% des revenus du jeu en France. Il y a des très gros casinos, mais il y a quand même à peu près la moitié des casinos qui n'ont pas complètement retrouvé leurs résultats anté-Covid. Ouais. Donc il y a beaucoup de petites structures de casinos qui sont fragiles sur le plan financier. Et quels sont les jeux qui sont les plus plébiscités? Les machines à sous. Les machines à sous? Les machines à sous, ça fait 95% des revenus des casinos. Ouais. Et les machines à sous, c'est un des jeux les plus addictifs. Et en même temps, c'est un des jeux qui, en termes de fraude fiscale, est le plus dangereux, non? De fraude tout court, pardon. Alors, non. J'étais encore dans mes programmes économiques. Dans les machines à sous on fraudait les machines à sous, c'est c'est pas pour recycler de l'argent sale. Oui, mais c'est des petites mises. Il faut jouer beaucoup à la machine à sous pour entre guillemets blanchir de l'argent. Non, les casinos. Ce qui est intéressant dans les casinos, c'est le maillage territorial, ce qui fait que les casinos sont un peu répartis sur le territoire et alimentent par une partie de leurs taxes le budget des collectivités territoriales d'accueil. Ouais. Donc il y a un rôle aussi d'animation territoriale des casinos qui n'est pas négligeable et qui aussi doit être prise en considération quand on regarde leur activité économique. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre un petit holà à ces, on va dire stop à ces paris en ligne, parce que comme vous l'avez souligné, Isabelle Falque-Pierrotin, il y a un tel engouement, une telle explosion des paris. Est-ce qu'il faut peut-être marquer un coup d'arrêt?
Alors, ce que nous disons après 3 ans de régulation, c'est qu'il est probablement temps, même si les opérateurs ont pris leurs responsabilités par rapport à l'Euro de 2021. Oui, pardon, on va rappeler qu'effectivement, l'autorité de régulation des jeux, c'est une autorité récente. Elle est récente, elle a 3 ans, 4 ans d'activité. Il y a eu une surenchère médiatique en 2021-2022 qui a conduit à obliger les opérateurs à prendre des engagements à travers des codes de conduite. La situation s'est améliorée. Pour autant, nous sommes favorables à ce que des propositions, enfin des garanties complémentaires soient apportées à la protection des joueurs. C'est une tendance qui existe dans tous les pays, enfin dans un nombre important de pays européens. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il ne faut pas prévoir un plafond de perte pour les 18-24 ans ? C'est une population qui est fragile sur le plan émotionnel, fragile sur le plan financier. Oui, mais vous le fixez à quel niveau ? Ça, c'est un autre sujet. Mais déjà, sur le principe, est-ce qu'on considère que c'est une population particulièrement vulnérable ? Et les pouvoirs politiques sont d'accord ? Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Ah oui, c'est ça. Il faut dire qu'ils ont peut-être dans beaucoup de pays, la publicité adressée, la publicité personnalisée est interdite. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez avoir qu'une publicité institutionnelle à la radio ou à la télé. Aujourd'hui, on a une surstimulation via des notifications numériques qui sont très importantes. Vous voyez, il y a des propositions qui, sans être totalement révolutionnaires et sans assécher le marché du pari online, pourraient apporter un peu plus de garantie aux parieurs. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une publicité pour des paris en ligne ou des paris tout court, il y a une petite mention qui dit attention, ceci, cela. Bon, alors effectivement, ça c'est un nouveau combat que nous avons lancé cette année. Mais ça les mentions légales, les mentions légales, que en général, des mentions légales, les personnes ne regardent de façon très attentive. Oui. Là, l'idée c'est qu'on va donner la voix aux mentions légales en disant quand on dit jouer peut comporter des risques, en réalité derrière ce slogan, il y a des histoires de vie, il y a des gens qui ont souffert, qui ont perdu leurs amis, qui ont perdu leur chemise, qui se sont endettés, et on va donner la parole, entre guillemets, à ces personnes. De la campagne, oui. Et donc la campagne qu'on vient de lancer est celle-ci. Oui. Et il faut dire que je crois qu'il y a un Français sur 2 qui dit qu'il va parier sur l'Euro 2024. Hein. C'est ça. Ouais, donc, pas un Français sur 2, il y a un Français sur 2 qui va s'intéresser à l'Euro, et un tiers de ces personnes-là qui vont jouer. Ouais. Et vous allez parier sur quelle est l'équipe de France, évidemment? Ah, moi, je ne peux pas parier, mais si je pariais, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Merci Isabelle Fabre-Perrotin. Toujours intéressant de voir ces paris en ligne ou ces paris tout court qui deviennent vraiment un secteur économique important.